Bienvenue à The Debate. Aujourd'hui, on se penche sur une nouvelle qui a fait pas mal de bruit, les licenciements massifs annoncés récemment. Et particulièrement chez Amazon, là, on parle de 30 000 postes de bureaux supprimés. Ces événements, basés sur les infos qu'on a pu analyser, ça soulève une question assez fondamentale, je dirais. Est-ce que l'intelligence artificielle est vraiment en train de transformer le marché du travail au point de menacer l'emploi des cols blancs à grande échelle? Moi, je vais argumenter qu'on assiste à un changement structurel profond, que l'IA représente une menace, oui, réelle, puis nouvelle pour beaucoup d'emplois de bureau comme on les connaît. Et moi, je vais proposer une lecture un peu différente. Je vais suggérer que l'IA, oui, c'est important, technologiquement parlant, mais que son rôle direct dans ces licenciements-là, il est peut-être un peu surfait, que ça sert peut-être, potentiellement, de paravent pour justifier des ajustements économiques, disons, plus traditionnels. OK, mais regardons les faits. Amazon coupe près de 10 de ses effectifs de bureau, 30 000 personnes. Puis ça arrive juste après que le PDG, Andrew Jassy, il dit assez clairement en juin que l'IA pouvait aider à réduire les effectifs. C'est pas juste Amazon non plus. On voit d'autres gros joueurs, Microsoft, IBM en France, Accenture, même Lufthansa, qui parlent de l'IA ou d'une réorientation vers l'IA pour justifier des milliers de coupures. Il y a même une étude LHH, rapportée par Le Figaro, qui dit que 46 des dirigeants admettent avoir licencié à cause de l'IA. Puis il faut se rappeler aussi des études prospectives qui avaient fait jaser, là, comme celle de Frey et Osborne à Oxford. Ça fait quelques années déjà, mais ils estimaient que presque la moitié des jobs aux États-Unis avaient un risque élevé d'automatisation. Plus proche de nous, McKinsey projette que 400 à 800 millions d'emplois dans le monde pourraient être touchés d'ici 2030. L'argument classique des effets compensateurs, la création de nouveaux jobs qui viendraient balancer les pertes, ça me semble moins pertinent ici. Pourquoi? Parce que, comme le disait déjà l'économiste Wassily Leontief, l'IA maintenant, ça touche aux tâches cognitives. C'est plus juste le travail manuel ou répétitif. On voit déjà une stagnation des salaires pour les travailleurs moins qualifiés, même si la productivité augmente, puis même un impact sur des jobs qualifiés, genre dans le juridique, la traduction. Pour moi, c'est un signe que la nature même du travail est en train de changer. Je vois. Mais moi, je lis ces mêmes faits un peu autrement. Les licenciements chez Amazon, ils arrivent quand même après une période où ils ont embauché massivement pendant la pandémie. La demande en ligne avait explosé, il fallait répondre. Fait que ce qu'on voit là, ça pourrait être, en bonne partie du moins, une correction, une rationalisation après une phase de croissance peut-être un peu trop rapide, comme le suggère l'analyse de MacForever. Dire que l'IA est la cause principale, ça me semble un peu rapide comme conclusion. Fabienne Stéphanie de l'Oxford Internet Institute, il avance une hypothèse que je trouve intéressante. L'IA comme bouc émissaire. Une justification qui sonne moderne, acceptable pour des décisions difficiles qui viennent peut-être d'erreurs de calcul passées ou juste d'un ralentissement économique. D'ailleurs, le taux de succès des projets pilotes d'IA générative, il est faible. Un rapport du MIT cité par Klubik parle de 95 d'échecs. Ça montre que l'intégration de l'IA dans les entreprises, c'est pas encore la grosse vague qui emporte tout, là. Puis il faut faire attention au sophisme ludite, cette vieille peur que chaque nouvelle techno va détruire les jobs. Jusqu'à maintenant, les fameux effets compensateurs, nouvelles industries, baisse des prix qui stimulent la demande, réallocation de la main-d'œuvre vers d'autres tâches, ça a toujours fini par jouer, historiquement. La Banque mondiale, même en 2019, disait encore que l'innovation, au final, ça crée plus d'opportunités que ça n'en détruit. Il y a des analyses, comme celle de l'OCDE, qui sont plus nuancées. Eux, ils estiment le risque moyen d'automatisation autour de 9 seulement quand on regarde les tâches précises, pas l'emploi au complet. Même McKinsey, oui, il parle de bouleversement, mais il parle surtout d'un déplacement des compétences requises vers le techno, le social, l'émotionnel, puis il parle de l'émergence des cols neufs, ces nouveaux métiers. Des banques comme JP Morgan, elles insistent sur l'évolution des compétences, pas sur des licenciements massifs imminents. Puis l'exemple de Klarna qui a dû réembaucher après avoir trop misé sur l'IA, ça montre bien que remplacer l'humain, c'est pas si simple, puis c'est pas toujours la meilleure solution. Sur Amazon, tu parles de correction post-pandémie, mais la proximité dans le temps, elle est quand même frappante, non? Les déclarations du PDG en juin sur l'IA qui peut réduire les effectifs, puis quelques mois après, paf, 30 000 coupes, spécifiquement dans les bureaux. Des analystes comme ceux de eMarket, cités par Klubik, ils voient ça comme une conséquence directe des gains de productivité attendus de l'IA.
Pourquoi cibler si précisément les RH, le cloud, les jeux vidéo, des secteurs avec beaucoup de tâches administratives, intellectuelles, si c'est pas lié à l'automatisation de ces tâches-là? La corrélation dans le temps, oui, elle est frappante, je te l'accorde. Mais corrélation, c'est pas une preuve de causalité unique. On n'oublie pas qu'Amazon, dans la même période, a aussi mis fin au télétravail généralisé. Beaucoup ont interprété ça comme une façon de pousser du monde vers la sortie, indirectement. Puis les secteurs que tu nommes, oui, mais c'est aussi des secteurs qui ont eu une croissance hyper rapide. Une réorganisation là-dedans, après coup, ça semble stratégiquement logique, avec ou sans IA. L'hypothèse du bouc émissaire que Développé.com mentionne, elle prend tout son sens ici dans ce contexte d'embauche peut-être excessive avant. Puis il y a un autre élément qui est troublant, l'enquête des sénateurs américains, le Grassley et Durbin. Ils soupçonnent Amazon et d'autres d'utiliser l'IA comme prétexte pour remplacer des travailleurs américains par des détenteurs de visa H-1B qui coûtent peut-être moins cher. Fait que l'IA, ça pourrait être juste un élément parmi d'autres, une justification opportune, disons, pour des raisons plus complexes. Gestion des coûts, restructuration post-croissance, peut-être même optimisation fiscale ou réglementaire. Mais ce qui est différent avec l'IA d'aujourd'hui, c'est pas justement sa capacité à faire des tâches cognitives, plus juste physiques ou routinières. C'est là, il me semble, la vraie rupture avec les technologies d'avant. Des professions intellectuelles, avocats, journalistes, traducteurs, même certains aspects du diagnostic médical selon des gens comme Vinod Khosla, tout ça, c'est maintenant dans le champ d'action de l'IA. Le rapport Frey-Osborne, il soulignait déjà que le risque touchait des emplois avec un revenu et un niveau d'éducation moyen, pas juste les moins qualifiés. C'est cette capacité à automatiser le non-routinier, qu'il soit manuel ou intellectuel, qui change la donne selon moi. La polarisation du marché du travail, bien documentée par des économistes comme Otto Redorn, avec la pression sur les emplois intermédiaires, ça confirme pas cette tendance-là? L'argument de la rupture cognitive, il est fort, oui. Mais l'histoire économique, elle est pleine d'innovations qui semblaient à leur époque fondamentalement différentes. La mécanisation au 19e siècle, ça n'a pas juste remplacé les muscles. Ça a aussi rendu obsolètes les compétences d'artisans très qualifiés. Chaque vague techno redéfinit les compétences qui ont de la valeur. Oui, l'IA touche au cognitif, mais comme le souligne McKinsey, ça crée aussi une demande plus forte pour d'autres compétences humaines. La créativité, la pensée critique, l'intelligence émotionnelle, les compétences sociales. En plus des compétences techno avancées pour gérer l'IA elle-même. Plutôt que la fin du travail intellectuel, on pourrait voir une transformation profonde de ce qu'il contient. Puis c'est crucial de rappeler, comme le faisait une analyse de McKinsey Quarterly déjà en 2015, que l'automatisation, ça affecte surtout des tâches spécifiques dans un emploi, pas nécessairement l'emploi au complet. Ça ouvre la porte à une réorganisation des postes, où l'humain se concentre sur les tâches à plus haute valeur ajoutée que la machine ne peut pas faire, plutôt qu'à une suppression pure et simple. Quand on regarde les prédictions, même si les pourcentages varient, que ce soit les 47 de Frey-Osborne aux États-Unis, les 54 estimés par Bruegel pour l'Union européenne ou les 400 à 800 millions d'emplois touchés par McKinsey d'ici 2030, la tendance que montrent ces travaux qui convergent, c'est quand même celle d'un impact majeur et potentiellement rapide. Puis c'est plus juste théorique. Regarde Duolingo, l'entreprise a dit publiquement qu'elle remplaçait une partie de ses sous-traitants humains par l'IA pour créer du contenu, puis leurs bénéfices ont augmenté. C'est un cas concret de substitution qui se passe déjà. C'est vrai, mais il faut entendre aussi les autres sons de cloche. L'OCDE, avec une méthode plus fine au niveau des tâches, ramène le risque moyen d'automatisation à seulement 9 %. Des travaux empiriques, comme ceux de Greitz et Michaels sur l'impact des robots industriels entre 1993 et 2007, n'ont pas trouvé de baisse nette d'emploi, plutôt une hausse de productivité et une polarisation des salaires. Une étude allemande de 2017 a même montré comment les pertes d'emploi dans l'industrie dues à l'automatisation ont été compensées par des créations dans les services avec une certaine capacité d'adaptation des travailleurs. Puis ensuite, il y a le rythme réel d'adoption. Comme le notait Jean-Christophe Bouglé sur LinkedIn, il y a souvent un fossé entre les annonces spectaculaires et la réalité sur le terrain. Beaucoup de projets IA avancent lentement ou sont abandonnés à cause des coûts, de la complexité, de la sécurité ou juste parce que le retour sur investissement n'est pas assez bon. Le taux d'échec de 95 % des pilotes d'IA générative rapportés par le MIT, ça va dans ce sens-là. L'impact semble donc plus progressif puis plus hétérogène que ce que certaines projections alarmistes laissaient penser.
C'est pas une nuance importante, ça? Oui, l'adoption peut être progressive, d'accord, mais si c'était juste une question de conjoncture ou d'ajustement là, pourquoi autant d'entreprises Salesforce, Klarna, avant de changer d'idée, Duolingo, Accenture, lient si explicitement leur restructuration et leur stratégie future à l'IA? Salesforce fait pas juste licencier, il lance un agent IA comme produit vedette. Duolingo change son processus de production. Accenture justifie 12 000 coupures par une accélération de sa stratégie IA. Ces compagnies-là investissent massivement puis communiquent sur ce pivot. Ça suggère quand même une conviction forte dans le potentiel transformateur de l'IA au-delà d'une simple optimisation à court terme, non? Je conteste pas l'importance stratégique que les entreprises voient dans l'IA. Mais intégrer l'IA dans le discours sur les restructurations, c'est aussi une excellente stratégie de communication. Comme le suggère Fabien Stéphanie, ça permet de projeter une image d'innovation, d'entreprise tournée vers l'avenir, puis peut-être de rendre plus acceptables des décisions impopulaires. C'est peut-être autant, voire plus pour l'instant, un outil narratif qu'une réalité opérationnelle de substitution massive et immédiate. L'exemple de Klarna est particulièrement intéressant. Le retour en arrière, ça montre les limites actuelles de la technologie et surtout la valeur persistante, voire redécouverte de l'interaction humaine, surtout dans la relation client. L'IA, c'est un outil en développement puissant, oui. Mais son intégration optimale puis son impact réel sur l'emploi et les modèles d'affaires, c'est encore en pleine exploration. Les entreprises elles-mêmes naviguent là-dedans, dans cet inconnu, puis elles ajustent leur stratégie et leur discours au fur et à mesure. Notre discussion, ça montre bien la tension fondamentale, je trouve. D'un côté, il y a des indices forts qui suggèrent que l'IA, en touchant aux tâches cognitives, c'est une vague d'automatisation d'une nature nouvelle, potentiellement plus disruptive. Les licenciements ciblés chez des géants comme Amazon, puis les projections de plusieurs études, ça renforce cette idée d'un risque accru de chômage technologique structurel, surtout pour les jobs de bureau. Moi, je continue de penser que cette menace-là, il faut la prendre très au sérieux. Puis de l'autre côté, il y a des arguments solides qui invitent à la prudence. L'histoire économique nous a montré que le marché du travail est résilient face aux technologies, les difficultés d'implantation de l'IA, les études qui nuancent le risque d'automatisation nette, puis la possibilité que l'IA serve de justification à des décisions économiques plus classiques. Tout ça suggère une lecture moins alarmiste. La transformation, elle est là, c'est sûr, mais elle pourrait prendre la forme d'une recomposition profonde des tâches et des compétences, l'émergence de ces fameux cols neufs, plutôt qu'une disparition massive et nette d'emplois. On semble quand même d'accord sur un point essentiel. Peu importe l'ampleur finale du phénomène, la transition va demander une adaptation majeure. La formation continue, la requalification vers de nouvelles compétences techniques, mais aussi sociales et cognitives supérieures, comme le mentionne McKinsey, ça devient absolument central. Tout à fait. Et c'est justement l'intérêt d'examiner ces différentes perspectives. Comprendre la complexité de ces enjeux, c'est crucial pour naviguer au mieux cette transformation. Les informations qu'on a analysées aujourd'hui montrent bien qu'il n'y a pas de réponse simple, mais beaucoup de matière à réflexion pour essayer d'anticiper l'avenir du travail. Merci de nous avoir suivis pour cette analyse. C'était le podcast de Philippe. Aidez-nous à atteindre notre objectif de 2000 abonnés. Si cette discussion vous a éclairé, n'hésitez pas à la partager. À bientôt.